Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur Fall, à la suite de mes collègues, je voulais vous dire merci. Vous êtes un diplomate chevronné, reconnu sur le plan international, et malgré votre calendrier très chargé, vous avez accepté de venir donner votre part de vérité. On ne peut que se réjouir et vous dire merci. Et sans risque de se tromper, et à l'image de M. Bahouri, je vais dire que vous êtes des valeurs de ce pays. Les questions maintenant. Merci bien. Alors, par rapport aux questions, votre rencontre devrait avoir lieu, je vais parler du meeting, ça devrait se faire à l'esplanade du stade ou bien dans l'enceinte du stade? Initialement, nous voulions organiser notre meeting à l'intérieur du stade à cause de ses capacités. Nous en avons fait la demande. On n'a pas reçu de réponse. Et donc, raisonnablement, on a compris qu'on ne nous donnait pas l'autorisation de le faire à l'intérieur du stade. Nous avons saisi la commune de Dixine par une lettre officielle. Mon collègue Bahouri vous a expliqué, puisque c'est lui qui s'occupait de l'organisation. Et la seule réponse que nous avons eue de la commune de Dixine, c'est qu'il n'était pas à même d'assurer la sécurité, mais la commune ne s'est pas opposée non plus. Et nous avons décidé en séance plénière des forces vives, avec tous les leaders, que nous maintenons notre meeting, puisque déjà dans les déclarations que nous faisions sur les radios privées, nous avions déjà annoncé que c'était au stade. Et comme tous nos militants à Conakry et ailleurs avaient compris que le meeting se faisait au stade, nous avons donc décidé en séance plénière des forces vives de tenir le meeting sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Voilà. D'accord. Et pour vous, qui a ouvert les portes du stade? Ceci reste un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. D'accord. Nous n'avons aucune idée. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion qui s'était tenue à la veille au niveau du camp Alpha Yaya Diallo? Pas avant le 28 septembre. C'est après le carnage du 28 septembre que nous avons appris qu'il y avait une réunion au camp Alpha Yaya la veille et que des instructions avaient été données pour donner des représailles. Et c'est après qu'on l'a su. Et je devrais ajouter que dans mon exposé, je n'ai pas mentionné les disparus. Je devrais mentionner que beaucoup de corps avaient été enlevés. On en a longuement parlé au cours de ce procès. Mais en ce qui concerne cette réunion, on avait même appris à l'époque, et vous rappellerez que dans le camp Alpha Yaya, qu'il y a une excavation à l'intérieur du camp Alpha Yaya, et qu'il y a eu une explosion des bombes et autres qui étaient à Alpha Yaya il y a des années, et qu'il y avait une grande excavation là-bas. Nous aurions appris aussi, c'était des rumeurs, que cela aurait servi de fosse commune aussi au corps qu'on avait enlevé. Évidemment qu'il reste encore un mystère sur cela, mais nous avions appris quand même ce que vous dites, quelques jours après, le 28, qu'il y avait une réunion très tardive au camp Alpha Yaya où des instructions avaient été données. Nous l'avons appris. Mais merci. Après. Merci bien. Et puisque vous étiez au stade, quel genre d'armes vous avez pu distinguer ces jours-là avec ces militaires? Ils avaient des fusils. Ils avaient des fusils. Ceux qui tiraient sur les manifestants avaient des fusils. Ceux qui sont venus vers nous, il y avait certains avaient des fusils qu'ils n'ont pas utilisés. Ils utilisaient les crosses des fusils pour nous bastonner. Où ils avaient... Mais nous n'étions pas directement à l'intérieur du stade pour nous approcher des militaires. Nous, on a été avalés très tôt. Vous avez vu des fusils? On est sortis très tôt du stade. Vous avez vu des fusils? Oui, il y avait ceux qui ont tiré, évidemment, ils tiraient avec les fusils. Vous avez vu des machettes? On a vu
Non, moi, je n'ai pas vu de machette. Mais parmi mes militantes, il y a beaucoup qui ont été blessés avec des machettes. Qui ont été poignardés, qui ont été blessés avec des machettes. Vous avez des gourdins? Des gourdins? Ah, ils en avaient. Marcel même en avait. D'accord. Marcel avait une grosse matraque. C'est avec ça qu'ils nous tapaient. Des matraques? Des espèces de gourdins, en tout cas. Des espèces de gros gourdins. Et c'est avec ça qu'ils nous battaient. Et est-ce que vous avez entendu parler aussi de flèches? Moi, je n'ai pas vu les flèches. D'accord. Ceux qui avaient les flèches sont arrivés après nous. Nous, comme je dis, nous, on est sortis très tôt. On nous a exfiltrés. Ces gens-là sont venus après nous. Ils sont venus après nous. Et aux abords du stade, est-ce que vous avez vu des camions militaires, des pick-up, des bus? Non, quand nous sommes sortis du stade avec le commandant Toumba, on est venu sur l'esplanade, on a vu son véhicule garé. De l'autre côté, vers l'école de Dixine, il y avait des véhicules militaires certainement, mais nous n'avons pas fait attention. Nous étions dans une telle... On était harcelés, monsieur le procureur. On n'avait pas le temps de regarder tout ça. On avait affaire à ceux qui étaient autour de nous, nos assaillants, qui continuaient à nous taper dessus. Donc, je n'ai pas remarqué ça, non. Et puisque Marcel était proche de vous, comment il portait son béret? Il avait un béret rouge. Comment il le portait? Bon, vous ne vous rappelez pas. En tout cas, il portait le béret rouge, ça je sais, il portait un béret rouge. Il avait une vareuse verte et il portait un béret rouge. D'accord. Et vous dites qu'au niveau de l'hôpital, vous vous étiez vu avec colonel Kibro. Et vous l'avez même tiré pour qu'il puisse voir une des victimes qui y était admise, n'est-ce pas? C'est la clinique Ambroise Paré, 2 ou 3 jours Quel après. Quel était son état d'âme? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsque vous lui avez montré cette victime-là? Il n'a pas fait d'observation, mais je l'ai tiré, je lui ai dit viens. Le colonel Thiebro et moi, on a toujours eu des relations très fraternelles. Il m'a toujours appelé grand frère, même après le 28 septembre. On a travaillé ensemble à la présidence ici. Quand j'étais secrétaire général de la présidence, il travaillait déjà avec le président Alpha Condé. Et quand je l'ai appelé à la clinique, je lui ai dit viens voir. Il m'a suivi, je lui ai montré la victime, mais il n'a pas fait d'observation. D'accord. Et également, vous avez parlé des pillages des domiciles de certains leaders. Vous étiez allé voir l'ampleur de ces dégâts? Je n'ai pas vu chez Jean-Marie Doré, je n'ai pas vu chez Selouda Lendalin, Selouda Diallo. Par contre, comme nous avons été libérés, je dis bien libérés, la nuit avec Sidia, nous sommes allés ensemble chez lui, je suis descendu. Et je suis rentré dans sa chambre, le salon, on a tout regardé, on a vu toutes les essences dessus, sans dessus. Je peux confirmer qu'il a eu une visite cette nuit chez lui. Pour les autres, je ne peux pas confirmer, je ne suis pas allé là. Je l'ai appris. Mais nous l'avons appris quand nous étions à la clinique. Pour tous les 3, on l'avait appris par le téléphone. Et pour que vous puissiez quitter la clinique Pasteur, est-ce que ça va faire l'objet de pourparlers, des négociations? Ils m'ont dit qu'ils ont négocié avec le président de CNDD. Quand ils sont arrivés, c'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils ont discuté avec le président de CNDD et que celui-ci avait accepté de nous laisser partir. D'ailleurs, j'ai réagi d'ailleurs. Et quand on me l'a dit, on l'a dit de façon comme si il a la gentillesse de nous laisser partir. Et moi, je me suis levé. Je savais, je l'ai dit ce soir-là, je l'ai dit au colonel Thiebro à la clinique. Je lui ai dit non, il y a eu des crimes graves qui se sont passés à la clinique et plutôt au stade. Moi, je revenais de Bangui. J'étais à Bangui où j'ai vu, quand j'étais représentant spécial à Bangui, il y a eu les crimes de viol pour lesquels Jean-Pierre Bemba avait été arrêté. Et je savais que c'est des crimes qui étaient punis et poursuivis par la Cour pénale internationale. Je le savais. Et je lui ai dit, vous venez de commettre des crimes contre l'humanité aujourd'hui, avant même que la mission d'enquête ne vienne ici. Je lui ai dit la nuit là, il était même un peu, il a bougé un peu, mais le Premier ministre Komara l'a calmé. Donc nous n'avons pas négocié avec eux. Ils nous ont dit qu'ils ont négocié avec le président du CNDD, qui a bien voulu accepter de nous laisser partir. D'accord. Et vous étiez au stade. Vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de cadavres, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas dire que j'ai vu des cadavres, mais j'ai vu des gens tomber. Je voyais des tirs et les gens tombaient. Et Sidia m'a dit, regarde, ils sont en train de tuer les jeunes.
Mais les cadavres, on ne les a pas identifiés. Et vous avez vu également les femmes Ah oui, ça nous l'avons vu. qui ont été Vous savez, violées. oui, quand vous sortez de l'ère de jeu, il y a quand même un bon espace entre le stade lui-même, parce que le complexe du stade est très grand. Et donc, entre l'ère de jeu et la sortie, il y a le palais de sport qui est à gauche et un grand espace. C'est dans cet espace-là qu'on a vu les militaires s'acharner sur les femmes. Là, on l'a bien vu. Et j'ai même reconnu une de mes militantes. Je tais des noms ici. J'aurais pu donner beaucoup de noms de femmes qui ont été violées et autres, mais je respecte leur intimité et je garde tout pour moi. Mais j'ai reconnu une de mes militantes dans leurs mains. D'accord. Et partant de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, le nombre officiel qui a été donné, est-ce qu'il y a une conformité? C'est-à-dire entre la réalité et ce qui a été officiellement donné comme chiffre? Monsieur le procureur, je suis un homme politique, j'étais président d'un parti politique. Tous les autres collègues leaders des forces vives ont dû faire le dénombrement au sein de leur parti des victimes. Mais quand je prends mon propre parti, je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées et beaucoup qui ont été violentées et d'autres qu'on a déshabillées, qui sont sorties du stade et qui n'ont eu de secours que des femmes des quartiers riverains qui sont sorties pour leur donner des pains. Et d'ailleurs, ces dames sont reparties le lendemain ou les jours d'après pour restituer et remercier ces familles. Mais le nombre de femmes violées, j'ai toujours dit que c'est bien au-delà du chiffre qui a été communiqué, parce que plusieurs dames, je dis bien plusieurs, et je parle en connaissance de cause. Et le nombre de morts? Le nombre de morts, c'est la même chose. Vous savez, dès lors qu'on vient enlever les corps la nuit et qu'on ne peut plus savoir combien de morts il y a eu. Ils ont enlevé les corps, c'est évident. D'accord. Et les femmes ont été enlevées. Elles ont été enlevées pour être envoyées dans des camps militaires. Vous avez pu savoir après quels étaient ces camps? Non, moi je n'ai pas été au courant de cela, je l'ai appris après. Parce qu'au sein de mon parti, moi j'ai fait le tour des femmes qui avaient été victimes. J'ai rendu visite à chacune d'elles. Mais je n'ai pas eu vent de femmes qui avaient été séquestrées, qu'on avait maintenues dans les camps. Sinon, je serais allé à leur recherche. Au sein de mon parti, je n'en ai pas dénombré. Non. Et que savez-vous des cas des fosses communes, des charniers? Le charnier, moi j'ai entendu parler de la fosse qui était au camp Al-Fayea, qui a été laissée, une fosse béante qui était restée là-bas, après l'explosion des bombes là-bas. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une grande explosion des munitions. On nous disait qu'il y avait cette excavation, moi je n'ai pas vu, mais on nous a dit, les jours qui ont suivi le massacre du stade du 27 septembre, que des corps ont été ensevelis là-bas. Mais le reste, je ne suis pas au courant. Non, on nous a quand même dit quand nous étions à la clinique, parce qu'on a eu beaucoup de contacts quand nous étions à la clinique. Et Selou, et Sidia, et Jean-Marie, et moi-même, nous avons eu beaucoup de contacts à l'extérieur dans la soirée. Et on nous avait dit qu'on avait enlevé des corps. On nous l'avait dit avec certitude. D'accord. Et pour vous, quel était le mobile réel de ces massacres-là? Pourquoi on a massacré la population? Monsieur le procureur, c'est un non-sens, je vais vous dire pourquoi. Et que l'on nous dise que nous sommes allés au stade et que la manifestation n'était pas interdite officiellement, mais que nous sommes allés quand même au stade. Qu'on nous le dise, oui, mais moi, si j'étais à leur place, moi je n'aurais pas envoyé des soldats pour réprimer, pour tuer des gens et violer des femmes. Qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire? Vous avez la liberté, après notre manifestation du stade du 20 septembre, de nous faire arrêter. C'est la règle classique. Ils avaient cette possibilité de nous interpeller immédiatement après et, si besoin, de nous amener à la justice. Mais on a choisi la manière forte. On a voulu réprimer. C'est ça le sens que je donne au massacre du stade du 20 septembre. On a voulu réprimer. D'accord. Pour vous, ça a été préparé ou spontané? Je ne suis pas sûr que ce soit spontané. Quand vous lisez le rapport même de la Commission internationale d'enquête,
vous comprendrez que ce n'était pas fortuit. Et la manière dont les gens ont agi à l'intérieur du stade et la manière dont ils sont acharnés sur nous, je suis enclin à croire à certains propos qui ont été donnés ici pendant ce procès pour dire qu'on envoyait des gens pour nous mater. Et on nous a vraiment matés à l'intérieur du stade. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Et je réaffirme votre engagement pour la justice. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci, honorables assesseurs. Défense. La défense n'a pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Fall, est-ce que le colonel Moussa Tchebolo Kamara faisait partie de vos agresseurs? Non. Merci. Est-ce qu'il a donné des instructions à l'effet de vous agresser? Non. Merci. Et vous avez parlé longuement du statut de Rome. Est-ce que vous savez qu'en l'espèce, c'est le code pénal qui s'applique? Le code pénal guinéen? Sur la base du rapport de la Commission internationale d'enquête, qui est un dossier, qui est un document qui est versé au dossier de ce procès, le président de la Commission internationale d'enquête a estimé que les crimes commis à Conakry sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Et si tel est le cas, si c'est des crimes contre l'humanité, évidemment que les crimes contre l'humanité relèvent du statut de Rome. Et comme depuis l'adoption du statut de Rome et la ratification par le gouvernement guinéen, d'ailleurs j'étais directeur des affaires juridiques, nous avons suivi la ratification, il est évident que tout le contenu du statut de Rome devait être transcrit dans le code pénal guinéen. Oui, mais il est considéré par le rapport de la Commission internationale d'enquête comme crime contre l'humanité. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez le dossier devant vous, maître. Merci, merci de la précision. Et vous avez dit que lorsque vous étiez chauffeur Jean-Marie Doré, vous avez été informé qu'il y avait des problèmes au stade. Il s'agissait de quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit effectivement? Non, pour être franc, on nous a dit qu'il y a eu 2 morts là-bas. Il y a déjà 2 morts là-bas, au moment où on quittait. Et nous avons estimé que si tel était le cas, comment pouvions-nous abandonner nos militants que nous avons mobilisés, qui se trouvaient sur l'esplanade? Cela équivalait pour nous à une trahison. Et je pense que nous n'étions pas dans la position d'abandonner nos militants dans cette situation. Ils s'étaient regroupés pacifiquement et ils ont été provoqués. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand nous, on arrivait, au moment où on traversait l'esplanade pour entrer à l'intérieur du stade, il n'y avait pas de tir. Mais on avait appris qu'il y a eu quand même des problèmes avant notre arrivée. Donc, lorsque vous avez appris qu'il y a eu ces incidents, en tant que leader politique, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en tant que responsable politique? Vous savez, dans une situation comme ça, on n'avait aucune preuve de ce qui se disait. Ça pouvait être des rumeurs et autres. Nous n'avions aucun moyen pour vérifier ce qui était. Et là où nous étions, on n'avait plus le temps, surtout qu'on était resté déjà assez longtemps chez Jean-Marie, où on était en conciliabule là-bas. Et donc, nous avons préféré aller au stade, constater nous-mêmes. Lorsque vous êtes arrivé au stade, ce que je veux dire, lorsque vous êtes arrivé, quelles dispositions pratiques avez-vous prises à ce niveau? Parce que vous avez appris qu'il y a eu des incidents avant. Concrètement, quelles dispositions avez-vous prises en tant que responsable politique? Non, je pense qu'on vous a suffisamment expliqué ici. Nous étions un groupe organisé. Les forces vives étaient constituées d'éminentes personnalités. C'était une opposition de gens très qualifiés. Nous avons eu plusieurs réunions et nous avons beaucoup parlé avant le 28 septembre. Les consignes qui avaient été données
c'était que tout devait être fait pour qu'il n'y ait aucune atteinte ni au bien de l'État, ni aux personnes. Et cela s'est bien passé, parce que la canalisation a été que nous avions communiqué au niveau de nos partis, et chaque leader politique avait tenu des meetings dans son parti pour inviter les militants à la discipline. Cette discipline a été respectée. Les gens sont venus pacifiquement sur l'esplanade, et c'est quand ils sont venus nous chercher, nous sommes rentrés à l'intérieur. À l'intérieur du stade, il n'y a eu aucun trouble. Les gens n'ont touché à aucune installation. C'était plutôt une atmosphère très conviviale. Mais nous n'avions pas besoin de prendre des mesures supplémentaires, étant entendu que nous avions confiance en nos militants. Et je crois qu'ils ne nous ont pas déçus. Pour vous, ces incidents, comme vous venez de l'affirmer tout à l'heure, c'était des rumeurs, vous en avez eu la certitude? Non, je n'ai pas eu de certitude. Nous l'avons appris, je n'ai pas eu de certitude. Merci, M. Fall. Et vous parlez d'un peloton de gendarmerie commandé par le colonel Moussa Tcheboro Camara. Vous employez le mot « commandé ». Tout à l'heure, on vous a très bien suivi. Vous avez une parfaite connaissance du statut de Rome. Vous avez tout à l'heure parlé de responsabilité de commandement. Mais qu'est-ce qui vous a amené à croire que c'était lui le commandant? De tout le groupe, c'est lui avec qui nous avons eu affaire. Nous avons eu au moins 15 à 20 minutes ou 30 minutes de conversation directe avec lui. Et d'ailleurs, les conversations entre le colonel Tcheboro et les différents leaders des forces vives, les radios privées étaient le relais, puisque c'était en direct sur toutes les radios privées. Et donc, c'est lui qui était notre interlocuteur. Comme étant notre interlocuteur, on ne pouvait que penser que c'était lui qui commandait la troupe qui était en face de nous, logiquement. Donc, vous avez pensé? Et raisonnablement, je crois que tout le monde comprend que lorsqu'on est en face à plus d'une vingtaine ou de, je ne connais pas le nombre de gendarmes qui étaient là, et si vous êtes en face d'un contingent, celui qui parle, c'est lui le chef. C'est l'armée, il y a une discipline. Ce n'est pas tous les soldats qui parlent. Mais vous savez que beaucoup de corps avaient été déployés ce jour. Vous-même, vous avez parlé de la compagnie d'intervention mobile tout à l'heure, déployée sur le champ. Et cette compagnie ne relevait pas de colonel Moussa Tcheboro Camara. Je crois que le colonel Tcheboro était avec les hommes de la gendarmerie qui l'accompagnaient. Vous croyez? Vous croyez? Je le crois, sincèrement. Merci. Et à ce niveau, des menaces ont-elles été proférées par le colonel Tcheboro en votre présence? J'ai dit non, il n'y a eu aucune menace. On a discuté avec lui, il avait le ton ferme. Le leader de l'opposition aussi avait le ton ferme. Il n'y a pas eu de menace. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu le colonel Tcheboro à l'intérieur du stade, au moment où on vous rouait de coups? Vous l'avez vu au stade, à l'intérieur? Non, je n'ai pas vu le colonel à l'intérieur du stade. J'ai vu le colonel Tcheboro plusieurs fois dans la journée du 28 septembre. D'abord le matin devant la fondation Fondis. Ensuite, je l'ai vu quand Toumba nous a amenés sur l'esplanade pour nous mettre dans le véhicule. Tcheboro était présent. Je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. Et la quatrième fois, je l'ai vu la nuit quand ils sont venus nous libérer. Je ne l'ai pas vu à l'intérieur du stade. À l'esplanade, vous l'avez vu avec qui? Il était avec qui? À l'esplanade du stade du 28 septembre. Vous n'avez pas remarqué? Il y avait beaucoup de militaires et de gendarmes là-bas. Hein? Ils étaient nombreux sur l'esplanade. Au moment où Toumba nous amenait, il y avait beaucoup. Et c'est d'ailleurs les hommes tournaient autour de nous. Tcheboro, il ne devait pas être seul aussi. Mais il y avait beaucoup de militaires là-bas. Vous étiez avec M. Mokhtar Diallo? Oui, tout à fait. Qui a observé à ce niveau que le colonel Moussa Tcheboro Camara était avec feu Jean-Marie Doré. Vous n'avez pas vu avec feu Jean-Marie Doré? Si, quand nous sommes arrivés, Tcheboro était présent à côté de Jean-Marie. Au moment où on arrivait, oui, c'est vrai, il était à côté. Jean-Marie était à côté de lui quand nous sommes arrivés sur l'esplanade. Merci. Et comment expliquez-vous l'attitude de commandant Toumba pendant qu'on vous rouait de coups
Vous avez parlé de Marcel. Et comment vous expliquez son attitude à ce niveau? Toumba a essayé de nous protéger. Il a essayé de leur dire de ne pas nous toucher. Je voudrais ajouter aussi quelque chose de très important concernant le commandant Toumba ce jour-là. Lorsque Toumba nous a embarqués dans le véhicule, il roulait à tombeau ouvert, comme je l'ai dit, entre l'esplanade vers arriver au niveau de l'université. Toumba avait des compresses dans sa voiture. Il a pris des compresses, il a donné à Sidia. Il lui a dit, vous êtes médecin? Il a dit, oui, moi je suis médecin. Ensuite, il avait des bouteilles d'eau qu'il y a dans la voiture. Il nous a fait passer. Il me remettait, moi j'étais assis derrière, il mettait, et moi je donnais aux autres. Il nous a donné de l'eau, il nous a donné des Kleenex, parce qu'on était très éprouvés, on était blessés. Certains avaient du sang sur le visage. Donc il nous a donné des Kleenex, il nous a donné de l'eau, il a donné une compresse à Sidia. Il a eu une bonne attitude à notre égard. Et à la clinique Ambroise Paré, il nous a protégés, il a tout fait pour convaincre Marcel de ne pas nous toucher, de nous laisser de rentrer à la clinique pour qu'on nous soigne. Et comme ça n'a pas marché, il nous a ramenés à la gendarmerie. Nous n'avons pas échangé, en tout cas moi, dans la voiture, à l'exception du moment où Sidia lui a demandé s'il était docteur, nous n'avons pas échangé avec Toumba. Du stade jusqu'à la clinique et de la clinique jusqu'à l'état-major de la gendarmerie. Curieusement, nous n'avons pas échangé avec lui. Je n'ai revu Toumba que quand je l'ai vu à la barre ici. Je ne le connais pas. Jamais échangé avec lui. Et dans votre procès verbal, à la page 3, le procès verbal d'audition, vous indiquez ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mokhtar et moi-même avons été arrêtés comme des meneurs. De la tribune, nous avons été descendus sur la pelouse, où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violentaient les femmes. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré. Je ne comprends pas. Il y a un décalage pour moi entre ce que vous dites et ce qui est consigné dans votre PV. Devant les juges d'instruction, le pool des juges d'instruction, on nous a demandé un résumé sommaire. Je crois que si vous lisez votre texte, vous le verrez. Ils ont demandé un résumé sommaire et nous avons essayé de donner un résumé sommaire. Mais Toumba est bien rentré avec les militaires, ça c'est constant. Enfin, je n'ai rien à dire, je l'ai bien vu rentrer à l'intérieur du stade au moment où les militaires rentraient au stade. Et à cet instant, je pensais que c'est Toumba vraiment qui est venu pour nous arrêter. Et quand il montait vers nous aussi, à la tribune, j'ai pensé qu'il est venu pour nous arrêter. Mais il était suivi par des hommes. C'est les hommes de Marcel que nous avons reconnus. Et c'est eux qui nous ont battus. Et donc, sur la pelouse, c'est là où Toumba a décidé de nous extraire. Il a vu qu'on nous frappait, nous étions blessés, et il a essayé de nous soustraire. Mais je crois que mes propos sont bien mesurés. C'était un résumé sommaire qu'on a donné chez le juge d'instruction, comme il l'a demandé. Mais les détails, j'ai voulu les donner ici, maintenant, comme l'occasion est donnée. C'est exactement comme ça. Mais, par ailleurs, vous avez affirmé que toutes les femmes sont sorties du stade nues. Toutes les femmes. Vous avez été très, très formel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être que c'est une erreur de transcription, certainement, mais peut-être, en tout cas, je dis que beaucoup de femmes sont sorties nues du stade du 28 septembre. Il n'y a qu'à faire déplacement vers le quartier de Dixine, là-bas, dans les familles riveraines du stade du 28 septembre. Vous aurez une idée du nombre de femmes qui sont sorties du stade dévêtues. Il y en a eu beaucoup. Les militaires, leur technique, c'était de déshabiller les femmes. On voulait les humilier. C'était ça. Celles qui ont été violées, on les tirait, on les amenait dans des coins, ils étaient violés,
Beaucoup ont été dévêtus avec le couteau, avec les machettes, on déchirait les pantalons. Celles qui avaient les pagnes, on les enlevait. Beaucoup de femmes sont sorties dévêtues du stade. Cela est une réalité. La technique qui était utilisée par les militaires, c'était d'humilier les femmes. Et c'est la plus grande punition qu'on puisse infliger à une dame. C'était des mères de famille qui étaient là, des dames respectables, qui ont été battues, humiliées, qui sont sorties dévêtues du stade du 20 septembre. Beaucoup. Moi, je le sais, puisque j'ai plusieurs victimes dans mon parti. Je le sais très bien. Merci. Les autres collègues, quand ils viendront ici, ils vont vous dire la même chose. Ce que je vous dis, la présence de Marcel, et moi, et Sidia, et Mokhtar, et feu Jean-Marie Doré, nous sommes constants que Marcel était bien là. Ça, c'est évident. Et c'est bien. Dans quel état vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré? Dans quel état? Parce que vous étiez déjà blessé. Voilà. Dans quel état psychologique vous êtes-vous personnellement arrivé à la clinique Ambroise Paré? Ben, ils nous avaient battus, c'est vrai, nous étions blessés, mais on avait encore toute notre lucidité, puisqu'on a eu le temps de tout observer. Et nous étions encore en possession de tous les moyens, bien que nous étions blessés. À ce niveau, entre Marcel, selon vous, vous avez vu Marcel à la clinique, entre Marcel et Toumba, et le commandant Toumba, qui a menacé de faire sauter la clinique? Ben, c'est Marcel, mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous mes collègues le disent, c'est Marcel. Toumba n'avait pas intérêt, c'est lui qui nous amène à la clinique. Comment peut-il nous amener à la clinique et sortir une grenade pour faire sauter la clinique? Il n'avait pas intérêt. Celui qui avait intérêt, c'est celui qui était opposé à ce que nous soyons soignés. Et c'est bel et bien Martel qui était opposé à ce que nous soyons admis dans cet établissement hospitalier. Pourquoi je pose la question? Parce que le colonel Tchebro était présent. Oui. Je ne sais pas si vous avez trouvé le colonel sur place ou c'est lui qui vous a trouvé. C'est lui qui nous a trouvés. Nous, nous sommes arrivés les premiers là-bas. C'est Toumba qui était le chef de peloton. C'est Toumba qui a démarré avec nous à partir du stade. Et je crois qu'ils nous ont suivis. Moi, je ne savais pas qu'on était suivis. Et nous sommes partis avec lui. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu que les véhicules étaient derrière quand ils sont sortis pour venir vers nous. On était suivis. Mais comment expliquez-vous que vous n'êtes pas arrivé au même moment que le groupe de colonel Moussa Tchebro Camara et que ce groupe également soit menacé de la même manière que vous? Comment vous l'expliquez? Parce que vous avez écouté très bien ce que le président Baouri a dit ici. Maître, oui. Lorsque nous quittions le stade du 28 septembre, on a laissé Selou à terre là-bas. On l'a laissé d'ailleurs même pas à terre encore. On a laissé Selou entre les mains de ses assaillants quand nous on sortait du stade. Et donc nous sommes arrivés sur l'esplanade, nous sommes partis, on a laissé Selou à l'intérieur du stade. Donc nous ne sommes pas arrivés au même moment que les Selou d'Alain à la clinique Ambroise Paré. Moi je n'ai même pas su que Selou était arrivé à la clinique Ambroise Paré. Nous, on a vu Selou à la clinique Pasteur le soir. Mais les Selou sont venus après nous, certainement. S'ils sont venus à la clinique Ambroise Paré, c'est après nous. Je crois que Baouri l'a dit, mais Baouri, je crois qu'ils sont arrivés bien après nous. Je crois qu'il vous l'a dit ici, qu'ils sont venus après nous. Nous, on les a laissés à l'intérieur du stade. On a laissé Selou sur la pelouse, entre les mains de ses assaillants. Vous étiez combien à bord du véhicule de M. Toumba? Nous étions avec Sidia, Mokhtar, Jean-Marie. Quand il y a des places derrière, il y avait le neveu de... quelqu'un en tout cas qui est proche de Sidia qui était aussi dedans. Et il y avait un monsieur qui était assis devant dans la voiture de Toumba, mais je ne peux pas dire qui c'est. Il y avait quelqu'un qu'on a trouvé à l'intérieur de la voiture. Il n'a eu aucun geste. On n'a pas parlé avec lui, mais il y avait quelqu'un dans la voiture. Donc nous devions être 2, 4, 6 ou même plus même dans la voiture, oui. Mais Mokhtar dit le contraire. Il soutient le contraire. Il dit que vous étiez 4. Monsieur Feu Jean-Marie Doré n'était pas avec vous. Non, Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie lui-même, Feu Jean-Marie lui-même indique dans son PV qu'il était dans un autre véhicule. C'est surprenant. Pour moi, il était avec nous. Vous êtes formel? Oui, je n'ai pas vu le PV de Jean-Marie. Lisez le PV, vous trouverez, il a indiqué, je l'ai lu la dernière fois. Moi, je n'ai pas vu.
Vous voyez, Mouktar, quand on lit le PV de Mouktar, là ce qu'il dit. Jean-Marie était avec nous, nous sommes même arrivés ensemble à la gendarmerie. On est arrivés 4 à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Les 4 qu'on a déposés, il y avait Jean-Marie, Sidia, Mouktar et moi. Voilà ce que Mouktar dit. Hein. Je précise que nous étions 4 dans la voiture de M. Toumba. M. Sidia Touré, un de ses proches, François Lucien Fall et moi-même Mouktar Diallo. Et que dit Sidia dans son PV? Je me permets de poser cette question, Monsieur le Président. Je vous pose une question, vous n'avez pas de question à me poser. Je n'ai pas de question à poser, je m'excuse, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que mes compagnons ont dit. Lisez, vous verrez ce que Sidia a dit. Je n'ai pas de rapport avec moi, mais je confirme pour ma part que Jean-Marie, Sidia, Mouktar et moi, nous étions dans la voiture de Toumba et que, encore une fois, nous étions 4 à être déposés à la gendarmerie. Et ces 4-là, nous nous sommes séparés qu'à la clinique Pasteur. Nous sommes arrivés ensemble à la clinique Pasteur, les 4, ensemble. Nous ne sommes pas arrivés avec les autres. Donc, Jean-Marie était de notre groupe. Vous savez, dans le tumulte, les gens peuvent avoir des... Vous savez, le temps fait son effet, mais Jean-Marie était avec nous. Comment vous expliquez le fait que... vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, alors que, selon vous-même, le commandant Toumba Diakité venait de vous sauver. Comment on peut encore vous détenir par la suite et que vous soyez privé de votre liberté de mouvement? Oui, mais nous n'étions pas privés de... Même quand nous étions avec Toumba, nous n'étions pas libres. Si on était libre, on serait partis. Quand nous étions avec Toumba, il nous a pris, il nous a protégés, c'est vrai, il nous a amenés à la clinique, après il nous a déposés à la gendarmerie. Et nous déposer à la gendarmerie, ça veut dire que nous étions déjà entre les mains de la gendarmerie. Et quand nous étions à la clinique aussi, il y avait des gardes là-bas qui nous gardaient et qui nous empêchaient même de parler au téléphone d'ailleurs. Quand ils se sont rendus compte que nous avons fait des communications, ils sont venus, parce qu'on a dû parler même avec la presse là-bas. Hein. On a eu même à parler avec les radios. Et ils sont venus pour chercher les téléphones. Nous étions bel et bien détenus parce que nous étions gardés par des gendarmes. Mais Toumba n'était plus là. Même s'il nous a sauvés, mais il ne nous a pas libérés. Il nous a protégés contre nos assaillants. Mais nous n'étions pas des hommes libres. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur Lucien Fall. Je vous avoue franchement que vous êtes un modèle de Jean-Marie Doré. Alors, Monsieur Jean-Marie, je vais vous poser mes questions sur 4 points. Et le premier point, il s'agit de l'appendice. Deuxième point, au stade. Troisième point, Ombrage Paris. Et quatrième point, clinique Pasteur. Bien. Au niveau de l'appendice, est-ce que les manifestants ont été menacés par colonel Tchegoro Kamara à partir de l'appendice d'abord? Non. Le colonel Tchegoro a eu une conversation tout à fait normale avec nous. Les tons étaient élevés. Vous pouvez écouter les conversations puisque les radios privées étaient sur les lieux et c'est enregistré. Il avait un ton ferme. Mais les leaders de les forces vives aussi avaient un ton ferme, mais il ne nous a pas menacés. Non, il n'y a pas eu de menace. Donc vous confirmez que personne n'a été menacé par le colonel Tchegoro Kamara à partir de l'appendice? Nous n'avons pas été menacés par le colonel Tchegoro Kamara. Nous, membres des forces vives, n'avons pas été menacés.
D'accord. Voilà. Au niveau, M. Fall, au niveau de l'esplanade, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu colonel Thiegoro Camara? Oui, je l'ai aperçu. On n'a pas parlé avec lui sur l'esplanade. Et il faisait quoi? Moi, je l'ai vu arrêter, mais on n'a pas échangé avec lui. À côté de qui? Quand nous sommes arrivés, il était à côté de Jean-Marie. Il était avec ses hommes, ou bien il était seul, ou bien il était avec Jean-Marie Doré seulement? Non, il y avait beaucoup de militaires là-bas. C'était un endroit grouillant. D'ailleurs, dès lors que Toumba nous a extraits, nous sommes devenus le centre de gravité. Tout le monde nous a vu venir avec Toumba. Et quand on nous a vu venir, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de militaires là-bas. Je ne peux pas dire avec qui le colonel Thiegoro était, mais il y avait beaucoup de militaires. Alors, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal criminel que vous n'avez jamais vu le colonel Thiegoro Camara à l'intérieur du stade 28 septembre? J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas vu le colonel Thiegoro à l'intérieur du stade. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Je continue, M. Fall. Alors, M. Fall, est-ce que vous savez, concernant la présence du colonel Thiegoro Camara à l'esplanade, il y a eu trop de versions contradictoires sans la moindre preuve par rapport à son arrivée pour la sensibilisation? Nous n'étions pas là en ce moment. Nous, on n'était pas là au moment de la sensibilisation. Les militants nous avaient précédés sur l'esplanade. Ils s'étaient regroupés. Nous, on avait notre point de ralliement, c'était le domicile de notre regretté Jean-Marie. Donc nous n'étions pas là quand le colonel Thiegoro discutait avec les militants. Nous n'étions pas présents. On n'était pas là. J'ai entendu ça pendant au cours de ce procès, mais nous, on n'était pas là. Alors, Monsieur Fall, je ne vais pas tarder. Bon, au niveau de Ambroise Paré. Oui. Je voulais comprendre l'attitude du colonel Thiegoro face au leader. Il faut avouer que d'abord Ambroise Paré, c'est le commandant Toumba qui discutait beaucoup avec Marcel. Et quand ils sont revenus, parce qu'ils ont l'amené de l'autre côté pour essayer de le raisonner, ça n'a pas marché. Marcel tenait Mordicus à nous amener au camp Al-Fayea. Et Toumba voulait qu'on nous laisse rentrer à l'intérieur de la clinique. Et quand ils sont revenus, Thiegoro a essayé de parler à Marcel. Mais Marcel était très, très, très violent ce jour-là. Et je crois que dans ce groupe-là, à l'époque, ce n'était pas seulement Marcel. On a entendu le président du CNDD le dire, et tout le monde le sait, les militaires étaient très indisciplinés. Il n'y avait pas le respect de la hiérarchie du tout. Du temps où du CNDD, c'était l'armée était dans le désordre complet. Et là, on a vu que Marcel n'obéissait ni à Toumba, ni... Toumba nous a déposés et on n'a plus revu Toumba. Toumba est venu nous amener à la gendarmerie, on est descendu son véhicule. Je ne l'ai même pas revu repartir, mais nous n'avons plus revu Toumba. Alors, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Des gendarmes. Est-ce que Thiegoro était dedans? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est les gendarmes qui nous étions sous le contrôle des gendarmes. Ceux qui nous amenaient, avant d'aller à la clinique Pasteur, on nous amenait d'abord au bureau, le camp de la gendarmerie. L'autre camp qui est juste à côté du ministère du Plan. Monsieur Fall, je ne parle pas de la gendarmerie. Laissez-le répondre. Non, Monsieur le Président. Laissez-le répondre. Il veut aller à la gendarmerie, moi je suis au niveau de Ne me disputez Pasteur. pas, laissez-le répondre. Vous avez posé la question, attendez la réponse. Mais je vais vous donner le point de départ. Nous sommes partis de l'état-major de la gendarmerie pour venir dans l'autre camp de la gendarmerie à côté du ministère du Plan avec des gendarmes. Et là, sur formel, Thiegoro n'était pas avec nous en ce moment. Et c'est de là-bas où on a fait les points de suture de Sidia et on nous a amenés à Pasteur. Je ne suis pas très certain si Thiegoro était là. Je ne suis pas certain. Quand nous sommes arrivés à Pasteur, je n'ai pas vu Thiegoro avec nous. Mais on a été reçus tout de suite. Et nous, on était plutôt pressés de quitter les mains des gendarmes
Les médecins nous ont accueillis, nous ont amenés tout de suite dans une chambre et ils ont fermé la grande salle. Et moi, je n'ai plus revu Keboro, sauf la nuit quand ils sont venus nous libérer. D'accord. Vous confirmez devant ce tribunal, ma dernière question, vous confirmez devant ce tribunal criminel que le colonel Keboro Kamara a sauvé les leaders politiques. Sauvé? Il a sauvé les leaders politiques. S'il nous a sauvés? Oui. Non, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas lui qui nous a sauvés. C'est plutôt, si je dois dire que quelqu'un nous a sauvés, c'est celui qui nous a sortis de la fournaise du stade du 28 septembre. C'est celui qui nous a extrait des mains de nos assaillants. Et c'est lui qui a voulu nous faire soigner dans une clinique. Mais ce n'était pas le colonel Keboro. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le colonel Keboro Kamara a sauvé Elassine Balingalo et Baouri? Je n'étais pas au stade, maître. Nous avons... Je vous remercie, monsieur le président du tribunal. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Monsieur Fall, le commandant Toumba vous a sauvé la vie et vous a sorti de la fournaise, comme vous l'avez déclaré vous-même. C'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous confirmez qu'au moment où il vous sortait de la fournaise, il y avait d'autres Guinéens qui tombaient par centaines? Je n'en doute pas. Dans les mêmes circonstances? On a vu les militaires tirer sur eux. On a vu la panique à l'intérieur du stade. On a assisté à un mouvement de panique générale dans le stade. D'accord. Dans un stade où les manifestants étaient à main nue, oui ou non? Absolument. Très bien. Les manifestants étaient à main nue. Ils n'avaient avec eux que leur foi en le changement en Guinée. D'accord. Pourquoi il s'est préoccupé de vous? Pas des autres Guinéens aujourd'hui qui sont morts malheureusement et qui sont blessés? Mais je crois que la question là n'est pas pour moi. La question est pour Toumba. C'est Toumba qui doit savoir pourquoi il est venu vers nous. D'accord. Je crois. Peut-être c'était pour qu'aujourd'hui il reçoive des fleurs de félicitations. Pardon? Je dis peut-être c'était pour qu'il reçoive aujourd'hui des fleurs. Ben, je ne peux pas aller dans votre sens, je ne sais pas. Mais à l'époque, comment pouvait-il imaginer avoir des fleurs aujourd'hui quand le pouvoir était entre les mains du CNDD, c'est eux qui étaient au commandement? Est-ce qu'il pouvait imaginer à cette époque-là, d'ailleurs, qu'il y a eu le changement, que un jour, un des nôtres de Force Vive aurait pu être à la tête? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est votre commentaire, maître. Monsieur le Premier ministre, du fait de M. Toumba, de ces agissements, nous avons nos clients qui sont en prison. Je ne cite personne, mais qui souffrent. Peut-être qu'ils seront libérés après la décision judiciaire. Mais dans vos propres déclarations consignées dans le dossier, un contingent est arrivé à la tête duquel se trouvait Toumba, le commandant Toumba. Vous le maintenez? Oui, j'ai vu les militaires rentrer, je l'ai dit quand je me suis exprimé. J'ai vu des militaires rentrer et je vu Toumba parmi eux. Bien. Ça, c'est constant. Qui était leur chef? On ne pouvait pas savoir qui était le chef quand c'est une horde de soldats qui est rentrée pour... Qui donnait des instructions? Je ne sais pas. Qui était le plus fort? On ne pouvait pas le savoir. Qui vous a sauvé? Sauvé? Qui a empêché vos assaillants de vous attaquer? Mais c'est Toumba qui nous a sauvés. C'était le plus fort. C'était le plus fort sur les lieux. En tout cas, ce qui est évident, ce que je peux dire, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Je ne sais pas qui était le chef là-bas, mais c'est Toumba qui nous a sauvés, qui nous a sortis du stade. Monsieur le ministre, quand on sauve 5 personnes et il y a 150 morts, quelle impression peut-on avoir? Moi, franchement, je ne voudrais pas parler à la place du tribunal. Le président
qui est une personnalité qui est très patiente et qui suit de très près, depuis 6 mois, le déroulement de ce procès, qui est suivi par le monde entier. Et ce que je peux dire, c'est que Toumba nous a sauvés. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. C'est le procès des morts et des vivants. Mais Toumba, à la barre, a dit qu'il était venu pour sauver les leaders. Je l'ai écouté. Et des années après le drame du 28 septembre, franchement, je commence à croire à ce qu'il a dit, par ce que j'ai vu sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vous-même, déclaré ici, qu'il y a des victimes qui n'ont pas voulu se faire voir, se dévoiler. Il y en a beaucoup et vous comprendrez, maître, pourquoi. Vous savez, ce jour-là, c'était une journée très particulière. C'était le jour J, le plus long jour de notre histoire ici. Dans un enclos fermé. Imaginez un enclos fermé, des portails tenus par des militaires, le stade rempli de gaz lacrymogène, des militaires qui tuent avec des fusils, avec des machettes, et des femmes qui sont violées, des mères de famille. Beaucoup ont préféré vivre leur traumatisme et porter leur deuil du traumatisme pendant, et qui continuent à le faire. Et elles n'ont pas voulu, et je respecte leur silence. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le commandant du salon, le commandant du régiment de la garde présidentielle peut venir dans un stade pour maintenir l'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? Mais vous savez, moi je ne connais pas le commandant du salon, je ne connais pas le commandant de la Légion, vous avez dit. Nous, on voyait Toumba comme aide de camp du président du CNDD. C'est comme ça qu'on le voyait. D'accord. C'est ce que nous savions de lui. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'un aide du camp peut venir dans un stade pour sauver la manifestation, pour sauver les leaders dans tout État civilisé? Non, je ne suis pas dans cette logique. C'est Toumba qui l'a dit. C'est lui qui a dit devant le tribunal que lui il est venu pour sauver les leaders politiques. Mais nous, quand nous avons vu Toumba, en toute franchise, moi j'ai pensé Toumba est venu pour nous arrêter, parce que quand vous voyez Toumba, ce que Toumba représentait pour nous, c'était vraiment le CNDD. Voir Toumba, c'est voir son patron. Et donc, Toumba pour nous, quand moi je l'ai vu rentrer, il était venu pour nous arrêter. Et même quand nous sommes sortis avec lui du stade, j'étais convaincu que Toumba est venu pour nous arrêter. Et quand il nous a mis dans son véhicule, j'étais convaincu qu'il nous amenait au camp Al-Fayr. C'est quand il nous amène à la clinique et qu'il s'est opposé à Marcel, à la clinique, et aussi dans la voiture, la compassion qu'il a eue pour nous dans la voiture en nous donnant de l'eau, en nous donnant des Kleenex et en nous protégeant à la clinique contre la grenade et en nous ramenant à la gendarmerie. C'est en ce moment que j'ai changé d'avis vis-à-vis de Toumba. Et moi, je ne sais pas quels sont les dessous. Et la question que je me pose toujours, c'est pourquoi Toumba était au stade? Ça, je ne sais pas. C'est lui seul qui peut vous répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur le Premier ministre, vous avez été au sommet de l'État. Quand vous avez vu le contingent rentrer à la tête duquel se trouvait le commandant Toumba, vous l'avez dit il y a 1 minute dans votre esprit. Votre prédécesseur aussi l'avait dit, c'était pour venir vous arrêter, oui ou non? Oui, je l'ai pensé. Voilà. Donc, le commandant de la garde présidentielle qui laisse le président ailleurs, qui se déplace pour venir dans un stade où il y a une ambiance, était venu pour vous arrêter. C'était pour vous arrêter et quitter. Il ne pouvait pas y avoir de mort d'homme alors. S'il était venu pour vous arrêter. Oui ou non? Donc, je dis encore une fois que je ne connaissais pas d'autre grade de Toumba que aide de camp du président du CNDD. Jusqu'à ce procès. Pour moi, Toumba était l'aide du camp du président du CNDD, c'est tout. C'est tout ce que nous savions de lui, ce que moi je savais de lui. D'accord. Le reste des titres, garde présidentielle et autres, je n'en savais rien. Au contraire,
Je pensais plutôt que c'était le colonel Pivi qui était le patron de la garde présidentielle, puisqu'il s'occupait de la sécurité présidentielle. Monsieur le Premier ministre, même au pire des cas, s'il était question de vous arrêter, vous ne pensez pas que la police et la gendarmerie auraient pu jouer ce rôle tranquillement? Mais je l'ai dit dans mon exposé, maître, je dis que je crois qu'ils ont eu la main trop lourde ce jour-là. Voilà. Dès lors que nous étions au stade, Voilà. raisonnablement, ce gouvernement aurait pu attendre qu'on termine notre meeting, puisque le meeting était déjà là, et après nous interpeller. Qu'est-ce qui les empêchait de faire? Mais ils ont choisi la manière forte, la répression. C'est le choix. Qui a choisi la manière forte? Ceux qui ont envoyé les soldats. Qui vous avez vu au stade? Les militaires. À la tête se trouvait qui? Maître, j'ai vu Toumba parmi eux. Merci. Bon, je vais vous donner l'avis d'une autre partie civile qui était présente au stade. Oui. S'il vous plaît. Oui. Il s'appelle Suleiman Ba, 1034. Il déclare: j'ai vu des agents venir vers moi. À la tête de ces agents, il y avait Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit: regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez la pelouse. Il n'y a que des morts et des blessés. Regardez sur le gradin. Il y a des morts et des blessés. En disant c'est grave, c'est très grave. Ce que vous faites, et je disais auprès de Toumba, qui croisait les bras. Et ces agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents: occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. J'ai résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Et j'ai réagi en tenant. Et j'ai persisté. Toumba lui a dit: rends mes téléphones. Et il les a rendus. Au moment où je mettais mes téléphones dans ma poche, un second agent m'a donné un coup sec de crosse au milieu de ma tête. Je me suis effondré. Alors tous sont venus et me tapaient sur moi, sur mon corps, et je suis tombé en inconscience. Ils m'ont laissé croyant que j'étais mort au milieu des cadavres. Ça, c'est un militant que vous avez conduit au stade et qui parle des agissements de Toumba. Que répondez-vous? Non, je n'ai pas de commentaire particulier sur cela. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous savez, maître, moi j'ai vu des assaillants au stade. Quel intérêt aurions-nous pour dire qu'un assaillant était bon? Les gens qui sont venus au stade, quel intérêt on avait? Moi, je ne l'ai pas vu tuer quelqu'un. Je ne l'ai pas vu avec une arme. Je ne l'ai même pas vu avec un gourdin. Ce que j'ai vu, il est venu, il nous a sortis du stade, il nous a conduits à la clinique, il nous a déposés à la gendarmerie, et pendant qu'il nous transportait, il a eu beaucoup de compassion pour nous. Il n'a pas échangé avec nous, à l'exception de la seule réponse qu'il a donnée à Sidia Touré quand Sidia lui a demandé s'il était docteur. Il a dit oui, qu'il est médecin. On n'a pas échangé avec lui, il nous a donné de l'eau. C'est tout ce que je retiens de Toumba. Ceux qui étaient au stade, chacun a sa version. Bon, nous n'étions plus là. Je ne sais pas si quand il nous a déposé, il est reparti au stade ou non. Ça, je ne peux pas le dire non plus. Mais le temps que nous, on a été au stade, ce temps-là, jusqu'à la clinique, jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, ce que j'ai vu,
C'est ce que j'ai expliqué au tribunal. Le tribunal appréciera. Vous avez parlé de forces communes dans votre déposition. Je dois aussi souligner qu'il y a eu de nombreux et même des forces communes qui ont été préparées nuitamment lorsque les autorités ont compris que la communauté internationale s'était saisie du problème. Je ne connais pas les lieux de ces forces communes, mais certains disent qu'ils seraient au camp Alpha Yaya et à l'aviation militaire. Monsieur le Premier ministre, après les événements, vous êtes devenu membre du gouvernement, non? Oui, tout à fait. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Vous avez cherché à vérifier cette information pour aujourd'hui que le peuple soit édifié? Le dossier du 28 septembre, j'ai été dans le gouvernement qui est venu après, j'ai été secrétaire général à la présidence, j'ai été ministre des Affaires étrangères. Sur ces 5 ans, j'ai fait le premier mandat du président Alpha. Mais je crois que je ne partageais pas la position du gouvernement sur l'affaire du 28 septembre. Parce qu'entre-temps, moi, je faisais des déclarations sur le 28 septembre. Moi, je faisais des publications sur le 28 septembre. J'ai toujours réclamé la justice pour le 28 septembre. Je n'ai pas varié. Mais je n'avais pas la charge de faire des enquêtes. Il appartenait au ministre de la Justice et autres, et à l'autorité d'ordonner. Mais dès lors que, dès après l'élection, comme je l'ai dit dans mon introduction, je l'ai dit qu'au titre de la complémentarité, le gouvernement avait demandé que le massacre du 28 septembre soit jugé par une juridiction nationale et la Cour pénale internationale lui en a donné pleinement droit. Donc, il appartenait au gouvernement d'organiser le procès et moi, je n'étais pas ministre de la Justice. Il ne m'appartenait pas donc de rentrer dans ces détails. Mais la différence, tout le monde le sait en Guinée, je n'ai jamais arrêté de parler du massacre du 28 septembre. Jamais. Je l'ai toujours fait. J'en ai toujours parlé. Je n'oublierai jamais le souvenir de cette journée. Je n'oublierai jamais ce que les femmes ont enduré ce jour-là. Je n'oublierai pas les jeunes qui sont morts là-bas, qui n'ont rien fait, qui aspiraient seulement à la liberté, au changement. Et on les a massacrés. Jamais je n'oublierai. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais tué. Tous mes interlocuteurs, qui soient ici ou à l'extérieur, tout le monde sait que j'ai toujours parlé du 28 septembre. Mais je n'étais pas en charge de la justice. Et dès lors que le gouvernement avait décidé qu'il allait créer cette juridiction nationale, il appartenait maintenant au ministre de la Justice de prendre le devant. Malheureusement, ça a pris 13 ans. Et vous savez comment ça s'est passé. Voilà. Il a fallu attendre le changement du 5 septembre pour que le nouveau gouvernement, les nouvelles autorités aient le courage de rouvrir ce dossier rapidement et de mettre en place une juridiction nationale compétente que j'ai devant moi, que j'apprécie, pour juger de cette affaire. C'est la première fois en Guinée de voir cette pléiade d'avocats. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Il y a eu beaucoup de massacres, plus de crimes de masse ici. Mais je suis très heureux, comme je l'ai dit, de voir la jeunesse de ce tribunal-là et de voir des gens compétents qui sont là, des avocats chevronnés. Ça, c'est un exemple qu'on donne. Ce que j'aurais souhaité, moi. Et je crois que la réalisation, le jour où j'ai appris que le procès va se tenir, j'ai fait un tweet. Vous pouvez le retrouver dans mes tweets. Mais à l'époque, ce n'était pas à moi de décider. Voilà, maître. D'accord. Monsieur le Premier ministre, votre combat, c'était d'éviter la candidature militaire. Vous êtes arrivé au stade parce qu'il y avait des velléités. Vous l'avez dit. Dieu aidant, ces velléités sont passées. Le pouvoir est devenu au civil. Vous avez été ministre secrétaire à la présidence. Donc, le tout du président, en un mot, ministre secrétaire général à la présidence de la République. Vous n'avez pas pu inciter notre justice à organiser ce procès. À ce moment, tout était frais, les indices étaient là. Parce que moi, quand je passe devant le stade, j'ai la chair de poule. Tout
Tout a disparu. C'est ma dernière question. Vous êtes parti au stade. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a donné le pouvoir. Pourquoi n'avez-vous pas organisé le procès? La politique, le droit discipline la politique, mais ne le domine pas, ne la domine pas. Quelle que soit la force du droit, elle peut discipliner la politique, mais elle ne peut jamais dominer la politique. Vous êtes arrivé, ministre secrétaire général à la présidence, ministre des Affaires étrangères, fonctionnaire international. Pourquoi vous avez fait attendre à la Guinée 13 ans avant que cette juridiction ne voie jour et que ce jugement n'ait lieu? Je vous remercie, c'est ma dernière question. Merci, maître. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'admiration. Et je pense que vous savez pourquoi. Mais je vais vous dire que même ministre de secrétaire général de la présidence et ministre des Affaires étrangères, cherchez et vous trouverez. Je suis le seul membre du gouvernement qui parlait du 28 septembre. J'ai publié des textes sur le 28 septembre en étant membre du gouvernement. Je l'ai fait. Parmi ceux qui sont ici, qui sont là, certains l'ont lu. Je n'ai jamais cessé de le faire. Donc, si ça ne dépendait que de moi, le procès du massacre du 28 septembre se serait tenu il y a très longtemps. J'étais un avocat de la tenue de ce procès. Je n'ai pas été écouté, certainement que ça a pris du temps. Et j'étais très heureux quand le ministre Sako est devenu ministre de la Justice. Et on est resté au gouvernement quelques mois, malheureusement, ensemble. Mais c'est lui qui a fait avancer ce dossier. Il sait ce que je lui disais. Mais je n'avais pas le pouvoir d'organiser ce procès. Si je l'avais, ce procès aurait été tenu par une juridiction nationale depuis très longtemps. Mais je n'ai jamais perdu espoir parce que je savais que ce sont des crimes imprescriptibles et que tôt ou tard, si le gouvernement ne le faisait pas, la CPI allait s'emparer du dossier. C'est clair, parce que c'était leur dossier. La juridiction nationale qui est ici aujourd'hui, je salue la tenue de ce procès par une juridiction nationale, mais je sais que c'était le dossier de la Cour pénale internationale. Et c'est le sens de la complémentarité qui a fait que le procès a été délocalisé et à juste raison, pour que ce soit une juridiction nationale compétente qui puisse juger de cette affaire-là. Ce dont je m'en félicite sincèrement. Mais si on n'avait pas fait ce procès, la CPI aurait pu commencer à reprendre ce dossier en main. Et ça grinçait déjà. Ça commençait. Et quand le ministre Sako était là, il a eu plusieurs contacts avec la CPI. Et moi-même, ministre des Affaires étrangères, j'ai longuement parlé avec le procureur de la CPI. Tous savaient que si ça ne dépendait que moi, bien qu'étant à l'intérieur du gouvernement, je faisais peut-être la différence. J'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. Je ne l'ai jamais caché. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Sénéfal. C'est bon? C'est bien chargé. Alors, je m'en vais vous poser quelques questions. Et ça va être des questions de précision. Est-ce que vous pensez que le colonel Keboro était coordinateur de la répression, comme soutenu par le représentant du ministère public? Non, je ne peux pas le dire. Je crois que j'ai longuement parlé du rôle du colonel Keboro ce jour, ce que j'ai vu. C'est bon, c'est bon. Voilà, si vous pensez que cela n'est pas le cas, je m'en vais également vous poser une autre interrogation. Alors, si, comme on le prétend de l'autre côté, que le colonel Keboro était coordinateur de la répression, est-ce qu'il aurait eu un seul instant des difficultés à faire adhérer celui-là que vous identifiez comme Marcel, ce jour-là devant la clinique? Est-ce qu'il allait avoir une seule difficulté face à ce dernier, s'il était coordinateur de la répression?
Non, je ne peux pas le dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand Marcel a été très en verbe ce jour-là, et que Toumba, il se tiraillait avec Toumba, c'est vrai que le colonel Tiegoro a essayé de lui parler pour quelques minutes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, ça veut dire qu'il ne coordonnait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que Marcel n'obéissait à personne. Bon, comme vous le dites, ça va, ça veut dire, ça confirme encore qu'il ne coordonnait rien. Non, je ne le dis pas, je dis Marcel n'obéissait à aucun grade ce jour-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous étiez à l'intérieur du stade pour un meeting. Est-ce que, en tant que leader politique, vous connaissez le stade du 28 septembre avant d'y aller ce jour pour le meeting? Le stade du 28 septembre fait partie de notre vie à Conakry. J'étais là à l'inauguration du stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre, c'était le lieu où c'était un haut lieu de la vie politique guinéenne, où tous les grands meetings se sont tenus, c'était le stade du 28 septembre. D'accord. Le temps de la Révolution, c'était le temple de la Révolution. Parfait. C'était le temple de la Révolution, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que le stade du 28 septembre a toujours été administré? Vous confirmez cela? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une administration? Oui, tout à fait. Est-ce que vous, en organisant votre manifestation le 28 septembre 2009, vous aviez obtenu ou bien vous aviez adressé ne serait-ce qu'un courrier à l'administration de ce stade qui est un patrimoine national, qui a disons, qui sert toute la nation de Guinée? Le comité d'organisation était bien à règle. Ils ont envoyé une lettre au ministère de la Jeunesse qui gère le stade du 28 septembre. C'était l'autorité supérieure. Et ils se sont adressés, le comité s'est adressé également à la commune de Dixine. Que le lieu indiqué, c'était l'esplanade. Qu'est-ce que vous en dites? Non, maître, vous n'avez pas suivi le procès. Baouri a été très clair. Et il a bien expliqué au tribunal que la demande a été faite au ministère de la Jeunesse pour le stade. C'était notre décision au niveau des forces vives. Et le stade, on n'a pas reçu la réponse du stade. Et donc, nous avons changé pour prendre l'esplanade. Jean-Marie, Baouri n'a pas dit que c'était le seul lieu qui était retenu. Il a expliqué ici, à cette barre, que c'était l'intérieur du stade qui était retenu par nous. Il ne parlait pas en son nom, il parlait à notre nom, à tous. Et ce qu'il vous a dit ici, je le cautionne et j'y adhère. Mais il avait indiqué que c'était le stade qui était indiqué. Nous n'avons pas eu l'autorisation pour le stade. Nous avons décidé ensemble de faire sur l'esplanade. C'est ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous pouvez faire une différence entre le stade et l'esplanade du stade? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors, quelle est la différence? Si nous considérons le stade, c'est l'enceinte à l'intérieur. Et l'esplanade, c'est une place extérieure. Alors, l'administrateur du stade, est-ce que vous savez que c'est lui qui gère également l'esplanade du stade? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, du moment où vous n'aviez pas obtenu son autorisation ce jour, le fait par vous, leader politique, d'inviter vos militants sympathisants à venir vous attrouper sur ces lieux, n'est-ce pas une sorte de forcing? Non, pas du tout. D'abord, nous n'avons pas reçu de lettre écrite du directeur du stade pour nous dire qu'on n'était pas autorisé à venir là. On n'a rien reçu d'officiel. Oui, on n'a pas eu de réponse à notre lettre. Donc, nous considérons, d'ailleurs, dans certaines situations, on dit que qui ne dit rien consent. On aurait pu considérer que... Donc, c'est un forcing, vous êtes d'accord? Non, vous avez compris ce que j'ai dit. Je dis, dans certaines circonstances, on dit qui ne dit rien consent. Pas en la Donc, matière. on n'a pas reçu de lettre. On n'a pas Sauf qu'en la matière, c'est inopérant. Vous aviez adressé un courrier qui est revenu sans réponse. Vous connaissez les voies de recours, monsieur le ministre. Alors, on va continuer. Oui.
J'ai un problème avec vous. Oui. C'est cette disparité que je constate entre votre déposition ici à la barre et ce qui existe dans le procès verbal. Parce que moi, j'ai été un de vos admirateurs. J'ai été de loin un sympathisant de FIDEC. J'espère que vous l'êtes encore. Ben, FIDEC, c'est du passé. Oui. Mais, Monsieur le Président, je suis encore choqué parce que dans votre procès verbal, ce que vous venez de déclarer ici, ce n'est pas ce qui s'y trouve. Vous avez clairement indiqué devant le pool de juges d'instruction qu'il y avait telle personne à la tête d'un contingent. Vous êtes quand même un homme d'État. Je voudrais savoir, votre déclaration, c'est avant les événements ou bien c'est après les événements? C'est une question bête, mais je sais que vous allez donner la réponse. Bien entendu que cette déclaration a été faite après les événements. Voilà, c'est bon. Laissez-moi répondre. Ok, allez-y. Laissez-moi répondre. Autant on ne pouvait pas faire de déclaration avant les événements, ça au moins c'est évident. Oui. Nous avons fait la déclaration après, mais je vous dis encore une fois qu'on nous a dit de faire une déclaration sommaire, c'était ce qui a été demandé. Le rapport que vous avez à main, si vous le lisez, vous le verrez. Ce qui est constant, j'ai vu rentrer Toumba. Entièrement d'accord avec vous. Mais, Monsieur le Président, lorsque vous dites dans votre procès verbal, après avoir vécu les faits, on vous demande de rapporter ces faits de manière sommaire, comme vous l'avez dit. De manière sommaire, vous avez identifié des personnes. Il y avait assez de militaires au stade, mais vous n'êtes parvenu qu'à l'identification de 2 d'entre ces militaires. Maintenant, vous dites qu'un d'entre ces 2 était à la tête d'un contingent et que c'est seulement lorsqu'il a constaté que vous étiez dans de mauvais états qu'il a pris sur lui la responsabilité de vous sortir du stade. C'est ce que vous aviez déclaré devant les juges d'instruction. Et c'est ce qui est versé au dossier. Alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi ce changement? Pourquoi? Est-ce que c'est dû au fait que vous aviez suivi ce procès de loin, que vous avez eu le réflexe de venir rectifier ce que vous aviez précédemment déposé? Non, maître, non. Je crois que tous les Guinéens se souviendront qu'en 2009, fin 2009, après le massacre, tout le monde se souviendra que j'avais fait une interview sur les radios ici, où j'avais annoncé que Toumba nous a sauvés au stade du 20 septembre. Tous les Guinéens le savent. Et tout le monde a entendu la réplique qui avait été faite à l'époque par un journaliste, bon, ça fait partie de la bagarre, et qui a fait des choses pour nous attaquer, Alpha et moi, pour dire voilà. Mais c'est constant. Mais ce que je vais vous dire, vous avez mentionné 2 militaires, ce sont les 2 que j'ai identifiés, je ne connaissais pas les autres. Même Marcel, je ne le connaissais pas. C'est parce que Marcel s'est particulièrement illustré que j'ai pu mettre un nom sur le visage. J'allais en voilà. venir. Justement, c'était la suite logique de ma question. Vous aviez identifié 2 militaires dans votre procès verbal. Nulle part, il ne ressort le nom de Marcel. Mais ici, devant ce tribunal, vous venez de soutenir que Marcel était avec vous à la clinique. Pourquoi c'est maintenant que vous déclarez Marcel? C'est parce que vous avez suivi le procès ou bien quoi? Non, pas du tout. Si vous lisez le procès verbal, vous verrez que j'ai dit que c'est un garde, la garde présidentielle, qui a sorti la grenade. Je l'ai dit dans le PV, relisez. Et c'était bien Marcel. Oui. Je le savais. Je le savais, mais c'est la manière de parler. Mais je l'ai dit que c'est un garde, la garde présidentielle. Il n'y en avait pas beaucoup que j'ai vu là-bas. Mais celui que nous avons identifié était bel et bien Marcel qui était là. Oui, vous savez pourquoi j'ai du mal à saisir cette partie, Monsieur le Président? Parce que lors de votre narration ici, vous aviez déclaré qu'à la clinique, lorsqu'il y a eu tiraillement, que le lieutenant Toumba Diakité ne cessait de prononcer Marcel. Alors, donc, ça veut dire que vous connaissiez
avant votre interrogatoire, par devant le pool de juges d'instruction, le nom, l'identité de la personne qui menaçait avec cette grenade. Pourquoi vous ne l'aviez pas cité? Mais maître, j'ai dit qu'il s'agissait de... Il y a beaucoup de choses que je viens de dire ici qui ne sont pas dans le procès verbal. Même des choses positives. Si vous prenez Toumba, je n'ai pas dit dans le procès verbal que Toumba dans la voiture nous a donné de l'eau, nous a donné des compresses. Je n'ai pas mentionné. Pourtant, c'est des faits positifs. Je ne l'ai pas mentionné. Et pourtant, je le savais. Mais je savais que c'est Marcel qui était là. Nous, on a su que c'est Marcel qui était là. Moi, je préférais dire un garde. C'était un juge d'instruction, j'ai dit de façon sommaire. Donc, j'ai donné des informations sommaires au juge. Mais je savais que c'était Marcel. Quand nous quittions la clinique Ambroise Paré, nous savions que c'était Marcel. Et dans le véhicule, on a parlé de Marcel toute la soirée avec Jean-Marie Doré. Vous le connaissez très bien. Sauf que vous ne l'aviez pas cité. Ben oui, oui, mais j'ai... Alors, ne discutez pas la réponse. Je vais vous demander, est-ce que pour organiser ce meeting géant avec cette foule qu'on ne pouvait pas contenir, est-ce que vous aviez pris quand même, puisque vous l'avez reconnu ici, être un habitué du stade, le temple de la Révolution, est-ce que vous aviez quand même à l'esprit la capacité de ce stade? Ben oui. Vous l'aviez à l'esprit? Oui. Alors, c'est un stade de 50 000 places. Alors, il y avait combien de personnes au stade? Il y avait moins que 50 000. Il y avait moins de... Tous les gradins n'étaient pas occupés. Mais le stade ne fait pas 50 000, malheureusement. Je crois que ça... Non, c'est vrai que... même le stade n'était pas complet, n'était pas plein. Oui, mais monsieur le ministre... Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, le C'était pas 50 000, le stade de Conakry devait être dans les 25 000, 30 000. Mais il n'y avait pas 25 000 personnes là-bas. Moins que ça encore. Si. Moins que ça. Alors, 25 000. Je suis convaincu que vous n'aviez pas à l'esprit la capacité. Vous étiez plutôt préoccupé par la force de mobilisation. Est-ce que ce meeting du 28 septembre, ce n'était pas une sorte de démonstration de force pour vous, membres des forces, comment on appelle ça, sociales? S'il y avait une idée de démonstration de force, c'était pour donner un démenti au président Ouad, qui s'est basé sur une manifestation qui était organisée au Palais du Peuple, manifestation qui avait été organisée moyennant beaucoup de moyens. Nous voulions donner la réplique, puisque lui, il a dit qu'il allait présenter ça au chef d'État pour légitimer la présidence du CNDD en Guinée, pour dire que c'est la population qui le soutient. Nous voulions démontrer tout à fait le contraire en sortant plus de monde que ce qu'on a vu au Palais du Peuple. Et on l'a réussi. Alors, vu que vous n'aviez pas à l'esprit la capacité du stade et que vous n'aviez pris aucune mesure pour contenir cette foule, je voudrais vous demander humblement, est-ce que vous avez des remords aujourd'hui? Ben, je vais revenir sur le stade avant de vous répondre. Sur le stade, au grand moment de la révolution guinéenne ici, on invitait toute la population de Conakry à venir au stade. Le stade est un endroit qui prend beaucoup de personnes. Donc les militants que nous on avait invités au stade, nous n'avions aucun doute que le contenu du stade ne pouvait pas contenir ce monde. On le savait, ça c'est clair, c'est une constante. Remords? Non, je suis malade depuis le 28 septembre. Pourquoi? Je regardais, je l'ai dit ici, pendant les premiers mois du 28 septembre, je n'endormais pas. Je voyais nos militants, j'en ai vu, hein. J'ai vu des militants qui ne pouvaient même pas marcher. Le 29 septembre, je les ai vus, qui avaient été martyrisés. Nous avions même envoyé certains de nos militants à Dakar, dont celle qui était devant vous aujourd'hui. Elle n'était pas seule de mon parti. J'ai vu des couples ici qui ont connu de grands problèmes à cause du 28 septembre, des femmes qui ont eu des problèmes. Je pensais à tous ces jeunes que moi j'ai vus chantant, dansant. Je l'ai vu comment on a fauché leur vie. J'ai vu ça. J'ai gardé ce sentiment-là à moi. Et ce sentiment-là ne m'a jamais quitté. C'est la raison pour laquelle moi j'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. J'ai fait des publications, moi. Il n'y a pas de remords de mon côté, au contraire. C'est ceux qui sont à la barre
Moi, je ne suis pas un accusé, je suis une victime. Ceux qui sont à la barre, c'est à eux qu'il faut poser la question s'ils ont de remords. Ce que moi je sais, c'est que nous avions voulu organiser une manifestation à laquelle nous avons invité beaucoup les deux couches auxquelles nous tenons le plus dans notre vision politique, les jeunes et les femmes. Ces deux couches étaient les plus nombreuses au stade. Malheureusement, plutôt que de nous laisser faire librement notre meeting et partir, on nous a envoyé des forces de répression qui ont fauché ces jeunes et qui ont humilié ces femmes, qui ont pris à ces femmes ce qu'elles ont de plus cher. S'il y a remords, c'est plutôt aux accusés. Moi, je n'ai pas un sentiment de remords. Mais par contre, j'ai un sentiment, sincèrement, j'ai gardé un goût amer de cette manifestation à cause de la répression qui s'est abattue sur nos militants. C'est ce que je peux dire. Alors, je vais terminer par vous remercier et poser ma toute dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que le but de cette manifestation, c'était d'apporter une réponse au président, à l'ex-président Abdoulaye Wade. Oui. Est-ce que cela ne confirme pas que c'était effectivement une sorte de démonstration de force qui vient ici saper les autorités qui étaient en place en ce moment, l'image de ces autorités? Non, pas du tout. Vous savez, maître, qu'à cette période-là, il y avait de gros intérêts en jeu en Guinée. Le président Wade n'était pas le seul, d'autres l'ont essayé. Et chacun avait ses intérêts en soutenant la junte militaire qui était au pouvoir. Et donc, ce qui se passait, il y avait l'enjeu du port de Conakry et autres. Et donc, ce qu'il voulait faire, alors que la CEDEAO avait pris position fortement. N'oubliez pas que le premier qui s'est offert comme médiateur en Guinée, c'était le président Wade. Dès le départ, la crise, quand il y a eu la prise du pouvoir par l'armée, c'est le président Wade qui s'est présenté comme étant le premier médiateur de la crise guinéenne. Il a été désavoué après son voyage de Conakry parce que les chefs d'État ont compris qu'il est partie prenante. On l'a changé et on a mis le président Blaise. Et même lui, vers la fin, nous n'étions pas d'accord avec lui parce que quand nous étions à Ouagadougou, bon, si vous voulez que je continue, je continue. Sinon, je vais vous dire que nous étions dans une logique, pas de défiance, mais c'est pour donner une réponse à ce que le président Wade allait dire aux autres. Pour dire à ces mêmes hôtes-là que ce n'est pas vrai ce qu'il allait dire, que la réalité était tout autre et que l'écrasante majorité des Guinéens était pour le changement. C'est ce que nous voulions prouver. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Je vais passer donc la parole à mon confrère. On va aller à la pause. L'audience est suspendue. Voilà, amis.